Donc sur le sujet, clairement, on a identifié qu'il y avait un problème de connaissance, de compétences, de fonds financiers et d'approche sur la partie cyber dans les petites entités. Clairement, dans une mairie qui est équipée de 3-4 personnes, gérer ou prendre en compte le sujet cyber, c'était quelque chose d'inatteignable, une montagne. Ils n'ont pas connaissance des partenaires avec lesquels ils peuvent travailler. Ils n'ont pas connaissance dans leur réseau avec qui ils peuvent échanger, que ce soit l'ANSSI, le CCERT ou d'autres entités. Et donc, on a constaté que la mutualisation de leurs besoins pouvait permettre de centraliser leurs demandes dans des centrales d'achat et donc d'améliorer leur rendu financier. Comme a pu faire le domaine de la santé, qui ont monté des infrastructures qui mutualisent leurs demandes et qui permettent d'améliorer leurs coûts, on aimerait, en tout cas on aimerait bien initier cette possibilité-là dans les ETI, dans les petites collectivités territoriales. Je te lance Antoine sur le sujet, je te laisse te présenter et présenter Infranum. Enchanté, en tout cas merci pour l'invitation et pour l'introduction. Alors moi je suis le président de TZ Data Center. Juste en deux mots, on est un des rares data centers en région parisienne qui a capitaux français. On héberge des données qu'on pourrait qualifier de sensibles. Parmi nos clients publics, il y a des gens comme Dassault Systèmes, comme France Télévisions. Et c'est pour ça que sur la partie cyber, on est amené à faire pas mal de choses au quotidien. Et en tout cas, ravi de pouvoir partager certains éléments. Et alors là, je suis là en tant que vice-président d'Infranum. Alors, peut-être en deux mots, qu'est-ce qu'Infranum ou la fédération Infranum? Donc, comme son nom l'indique, c'est la fédération des professionnels des infrastructures numériques. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les industriels de la filière de la fibre, notamment du FTTH, les industriels de la filière des Tower Company, donc tout ce qui est tour pour les réseaux mobiles, les réseaux radio, les industriels des data centers, donc c'est parti. On a aussi des gens qui sont là sur toutes les offres Smart City, donc on aura l'occasion de parler d'applicatifs. Et puis on a aussi tous les acteurs des réseaux télécoms, notamment d'entreprises, qui sont aussi concernés par les aspects cyber. Et à titre personnel, effectivement, au sein d'Infranum, j'anime la commission data center, où on a à la fois des exploitants, comme je suis, mais aussi des constructeurs, des mainteneurs. Donc on a vraiment une approche filière et assez agnostique par rapport à tous les sujets qui concernent la filière data center, tout comme la filière fibre ou la filière des tours. Il y avait un intervenant qui était prévu, qui était Gigalis, qui était une centrale d'achat. Malheureusement, ils sont tous grippés, donc ils n'ont pas pu être présents, comme beaucoup de monde. Mais par contre, on a pu observer dans pas mal d'entités de centrales d'achat une volonté de fournir un service mutualisé auprès des petites collectivités, principalement. Il y a Gigalis qui avait un travail qui a été fait dessus, mais il y a aussi CFI et d'autres entreprises la Canut aussi, qui travaille sur l'idée de se dire, plutôt que de prendre chaque client et d'essayer de négocier pour chaque client les besoins, c'est d'essayer de voir sur la masse combien de personnes pourraient être intéressées au mutualiser et pour pouvoir faire des projets en commun. Je te laisse te présenter. Alors moi je m'appelle Nicolas Massé, je suis le DSI et le RSSI de la mairie de Colomiers. C'est une commune, pour ceux qui ne connaissent pas, à côté de Toulouse, la deuxième commune de Haute-Garonne. On n'est pas très gros, une commune de 40 000 habitants, 1000 agents. Donc on n'a pas les moyens des très gros justement. Donc on est depuis plusieurs années justement enseigné à travailler avec les centrales d'achat pour essayer d'optimiser nos coûts. Alors je parle d'optimisation dans le sens où nos budgets à nous, territoriaux, n'augmentent pas, voire même, d'accord, se tasse un peu. Donc on est obligé pour faire de la cyber, mais pour aussi alimenter nos métiers en IT, parce que tous les métiers, on a 160 métiers à la mairie de Colomiers, tous les métiers maintenant nous demandent de l'IT. Même les jardiniers ont besoin de mobilité avec des tablettes pour aller faire du SIG, etc. Donc on a travaillé d'abord avec le RESA, on n'est pas passé de suite à la Canut, puisque la Canut c'est assez récent.
On a travaillé avec le RESA pour justement le marché de la cybersécu avec Orange, OCD. On a travaillé sur les télécoms, on a travaillé sur l'infra. Et moi, ça fait 6 ans que je suis à la mairie de Colomiers et sur ce poste. Il est clair que les tarifs et les budgets que l'on peut, sur des sujets qu'on adressait avant avec des marchés propres, sont quand même beaucoup plus intéressants. Il y a quand même une petite contrainte aux centrales d'achat, c'est qu'on a choisi. Bon, alors déjà, avec les marchés publics, on ne choisit pas les intervenants. Mais là, avec les centrales d'achat, c'est essentiellement des gros faiseurs qui postulent et qui sont référencés. On n'est pas les petites sociétés du coin qui ont du mal à se faire référencer dans la centrale d'achat, même si la canute travaille. Là, ça va en train d'évoluer aussi au sein de tous les marchés où il y a multi-éditeurs dans la partie sécurité, notamment avant où Orange venait s'installer. Sauf que là, on prend le marché infra au RESA, c'est soit CFI, soit Axians. Voilà, deux groupes. Et les petites structures toulousaines régionales, on ne peut pas leur donner leur chance de répondre. Donc c'est la petite contrainte. Maintenant, vraiment l'aspect optimisation financière, là on l'a retrouvé. Ça m'a permis moi de me donner du souffle financier à budget constant pour pouvoir justement rajouter des briques de cybersécurité. On a pu passer ainsi de l'EDR managé chez OCD, on a pu passer ce genre de briques un peu solides pour essayer de durcir un peu notre cyber et d'adresser aussi de nouveaux usages de l'IT. Mais la commune de 40 000 habitants va devoir aussi travailler sur la partie NIS 2, donc une obligation, on va dire, de renforcer la partie sécurité, qui est la même chose pour la Comcom et puis d'autres collectivités autour de toi. Et pourtant, vous ne travaillez pas ensemble, il y a une séparation, je crois. Aujourd'hui, pour l'instant, même si Colomiers fait partie de Toulouse Métropole, pour l'aspect informatique et pour l'aspect sécurité informatique, on est indépendant, d'où le fait que j'ai la double casquette. On n'est pas encore sur la mutualisation du poste de RSSI, on n'est pas encore sur la mutualisation de marché cybersécurité. Ça paraît tellement logique qu'on y travaille, mais pour l'instant, c'est pas un fait. C'est chacun chez soi, vivant dans notre coin. Alors c'est vrai que dans pas mal de collectivités et petites entreprises, il y a eu un travail qui a été fait de mutualisation par rapport à la tâche DPO. Le DPO est souvent géré par des petites entités et permettent de travailler sur plusieurs entités en leur nom propre, mais de pouvoir éviter que chaque entité prenne un DPO. On a exactement on pourrait avoir exactement le même raisonnement sur le RSSI. Il y a besoin d'avoir un peu plus de connaissances de la partie technique, mais par contre qui pourrait apporter les mêmes choses. Et pourtant, c'est pas fait. Et clairement, on constate que c'est un besoin d'avoir un RSSI parce que les DGS et tout ça savent qu'ils ont une responsabilité à mettre en œuvre, qu'un DSI peut faire une partie de la tâche, mais n'est pas non plus dans son rôle de la partie sécurité. Au niveau du partage justement des centrales d'achat et sur l'accès aux data centers ou à d'autres sources, il y a quelques éléments à nous donner, je crois. Alors, ce que je vous propose à ce stade, un peu en tant qu'industriel, peut-être de juste faire un découpage de l'ampleur des questions qui nous semblent avoir besoin d'être couvertes. Et effectivement, nous, côté industriel, on a tendance même à se séparer les sujets par compétence, par expertise. Et donc, il y a peut-être je propose un petit mapping parce que je vois à quel point le domaine est large. Alors, il y avait le sujet effectivement de l'empilement des solutions, c'est parce qu'il y a l'empilement des technologies. Si je simplifie grossièrement, nous, peut-être, je parle pour Infranum, on voit globalement 3 couches. Il y a la couche de l'infrastructure proprement dite, et donc là on va être amené à parler des data centers. On a la couche qu'on pourrait appeler le réseau, et donc effectivement il y a tous les sujets donc des compétences d'opérateurs télécoms. Et puis il y a la couche de l'applicatif, et où là, notamment, on a l'expérience par rapport à la partie Smart City. Et en fait, sur chacune de ces couches, il y a des composants de cybersécurité, il y a des expertises cybersécurité, en plus de chaque expertise métier. Alors, je vais juste essayer d'ébaucher un peu le type de questions qu'on se pose en matière de cyber. Si je prends la première couche, qui est au niveau data center, la première question
à laquelle on cherche à répondre quand on s'occupe d'un data center, que ce soit un data center mutualisé ou une salle informatique, c'est comment s'assurer l'absence d'intrusion sur un serveur par le branchement d'une clé USB. C'est tout bête, mais c'est la première étape. partie des premiers risques. La première étape de la cybersécurité, c'est déjà la sécurité physique. Et quand on veut le faire sérieusement, ça suppose des budgets de contrôle d'accès, d'investissement, de fonctionnement, des budgets de caméra, d'investissement, de fonctionnement, des budgets de gardiennage, etc. Et donc c'est effectivement, quelle que soit la manière de le mutualiser, ça impose très vite, souvent, si on veut le faire sérieusement, de mutualiser soit entre acteurs publics, soit avec les acteurs privés, mais d'une manière ou d'une autre. Alors, j'anime la commission Data Center chez Inframune. On a publié en 2021 un guide de Data Center de proximité. On est en train de le mettre à jour en 2025, avec notamment des sujets comme l'efficacité énergétique, la souveraineté, l'IA et bien entendu NIS 2, puisqu'on avait traité en 2021 ISO 27001 et on va traiter NIS 2. Et donc voilà, il va y avoir en plus une mise à jour cette année. Et comme dans notre commission, il y a à la fois des industriels qui construisent et des industriels qui exploitent, on n'est pas en train de dire il faut mutualiser chez le privé ou il faut construire un data center public. On amène plutôt les éléments d'aide à la décision. Donc c'est en ce sens-là, en plus, même si c'est un guide fait par des professionnels, mais qui du coup ne va pas vous dire quoi faire, va vous dire quelles sont les questions à regarder avant de décider. Et dans cette partie-là, il y a un travail sur la partie reprise d'activité, continuité d'activité. Tout à fait, il y a PRA, PCA et du point de vue data center, donc on est juste sur la couche infra, mais effectivement sur cette couche-là, clairement. Alors j'enchaîne avec la deuxième couche, la partie réseau ou télécom. Juste pour partager une question de cybersécurité d'actualité, c'est comment s'assurer que ces équipements réseau ne sont pas corrompus. Juste si vous avez regardé l'actualité cyber du mois de janvier, on a appris que les équipements d'un grand opérateur mondial qui s'appelle AT&T a été corrompu par des Chinois. Donc même les plus grands professionnels ont des problèmes de corruption dans leurs équipements. Donc ça suppose de vérifier son matériel, ça suppose de vérifier, d'avoir les bonnes expertises au niveau du personnel, etc., etc. Donc là aussi, on a des enjeux de cyber qui sont extrêmement complexes et compliqués au niveau du réseau et qui, à nouveau, que ce soit entre faire ou faire faire, à un moment ou à un autre, il faut mutualiser pour avoir les bonnes expertises et les bonnes solutions. Et après, la troisième couche sur la partie applicative, là, nous, on peut juste partager des expériences sur la partie Smart City, mais finalement, c'est un applicatif comme un autre. Alors, on connaît tous le problème du verrouillage et du ransomware, mais parfois, il y a pire. Il y a la prise de contrôle à distance. Typiquement, vous déployez un réseau de caméras. Si ça se trouve, il était pris à contrôle à distance et vous ne le savez pas parce que celui qui a pris le contrôle n'a pas intérêt à ce que ça se voit. Il y a, sur les réseaux de caméras, je peux en parler, la vidéoprotection urbaine, il y a une réglementation qui est hyper restrictive et on ne peut pas brancher sur Internet un réseau de vidéoprotection urbaine. Sur les caméras de protection bâtiment, ça c'est notre débat, mais pour ceux qui se posaient la question, il y a quand même... Et alors, peut-être de manière transversale sur ces trois couches, on va dire si on parle vraiment de la base en termes de cybersécurité, je pense que tout le monde dans la salle a dû entendre parler de la norme ISO 27001 et ou de la norme HDS. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de documenter et on s'assure que d'une année sur l'autre, on va faire un peu mieux que l'année d'avant. Et par contre, pourquoi arrive NIS 2 ? C'est parce que, en fait, on peut être très mauvais et si on est un peu moins très mauvais l'année d'après, on reste compatible ISO 27001 et HDS. Là, je suis totalement d'accord avec toi de l'intérêt des ISO ou de la NIS pour permettre une augmentation de niveau de sécurité. Par contre, c'est vrai que pour une petite collectivité, l'ISO, c'est inatteignable, c'est quelque chose de très compliqué. Ouais. Et ne serait-ce que les principes de base, la sauvegarde, la segmentation, les mots de passe, la gestion des identités, ce genre de choses qu'un DGS qui arrive en poste et qu'on lui demande de faire de la sécurité n'a pas en tête. C'est bien de savoir qu'il y a une norme ISO sur laquelle il peut s'appuyer et de savoir si ses partenaires qui peut prendre le suit ou pas ces normes à son importance, mais lui doit déjà connaître les bases de la base en termes de sécurité. Encore faut-il qu'il les connaisse. Ça, c'est le problème. Les directions, qu'elles soient privées ou publiques, il faut encore que les têtes en haut là, soient au courant de tout ça. C'est aussi notre travail à nous, DSI, de les mettre en alerte, de leur donner, ou RSSI, de leur donner ces alertes-là et de les amener vers ça. Maintenant, nous, les petits... Alors, moi, je suis un gros parmi les petits, donc en moyen.
Mais tous mes confrères qui sont dans des petites communes, NIS 2, ISO 27000, la sécurité d'un data center, ça leur passe à 1000 lieues au-dessus de la tête. Alors, eux, ce qu'ils voient, c'est que leur budget de fonctionnement est restreint, ils ont un peu d'investissement, ils essayent de mettre des serveurs chez eux, et ils font ce qu'ils peuvent. À eux, moi, je leur conseillerais déjà de faire le minimum vital, bien paramétrer son AD, avoir un minimum un EDR quand même pour avoir le suivi, et des firewalls un peu à jour, mais surtout la sauvegarde. Mais même sur ces sujets-là, quand vous n'avez qu'un seul informaticien dans une commune, c'est très compliqué. Et c'est là que peut-être, en plus des centrales d'achat, les agences techniques départementales peuvent aussi amener leur expertise, etc. Mais tout seul, c'est compliqué pour eux. Très clairement, probablement qu'ISO 27001 HDS en fait, impose un premier niveau de mutualisation, parce qu'effectivement, il faut avoir des compétences pointues. Et il faut avoir en tête que ce n'est que le début, parce que là, je vais caricaturer, peut-être que vous préciserez derrière moi, mais ISO 27001 HDS, on documente. NIS 2, on va contrôler que le résultat est efficace. Donc, c'est-à-dire que non seulement il faut avoir digéré et mis en place ISO 27001 HDS, mais il faut avoir été mûr sur le sujet, de façon à ce qu'après, quand il y a un audit de vérification d'efficacité, c'est qu'on s'assure qu'il ne faut plus être très mauvais ou mauvais et documenté. Il faut être bon, l'avoir documenté, et en plus, on vient vérifier que la réalité correspond à la documentation. Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir après une nouvelle marche et qui va probablement imposer un nouveau niveau de mutualisation en NIS 2. NIS 2 va aussi amener quelque chose d'assez important, c'est qu'on aura une obligation de déclarer tous les incidents. C'est-à-dire clairement, c'est plus l'entreprise qui décide de déclarer ou pas s'il y a un problème, c'est une obligation. Donc tous ceux qui sont soumis, et ça fait quand même 15 000 entreprises en plus en France, qui vont être soumis à la NIS 2, ils vont devoir faire renseigner, les déclarer tout incident dans leur récit. Ce qui va amener aussi énormément de travail administratif et qui a un impact sur le personnel à avoir pour faire ce genre de choses. Juste une précision, NIS 2 pour la territoriale, c'est les villes de plus de 30 000 habitants, si je ne m'abuse. Donc toutes les petites communes ne seront impactées que si elles sont regroupées en communauté de communes et qui fait le volume de 30 000 habitants. Donc cet axe ce levier que nous on aura parce qu'on est impacté, qu'on pourra dire à la direction, on n'a pas le choix, il faut qu'on se mette en conformité parce que comme tu le dis, si on n'est pas en conformité et qu'on se prend un audit, on sera mis en faute. Toutes les petites communes, elles n'ont pas ce levier à donner à leur direction. Et c'est là aussi où il va falloir aussi les aider, même les petites sociétés, à les aider dans ce... Donc justement, par rapport à ça, le travail qu'on a fait ensemble, qu'on a déjà échangé, on a créé un document qu'on va partager avec les associations des maires de France ou les associations de départements de France pour essayer de toucher le maximum de personnes. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez parfaitement me contacter. Je vous enverrai avec plaisir ce document qui est très synthétique, mais qui permet en tout cas de voir les périmètres que doit faire une personne qui veut mettre de la sécurité dans son entité, les premières briques à mettre en place, qui peuvent contacter, en tout cas avoir des noms, avoir des procédures, et puis savoir quelles sont leurs obligations. Voilà. Sur la partie application, au niveau de la sécurisation, tu as parlé du Smart City, donc qui concerne surtout les communes, qui est un vaste sujet, qui récolte énormément de données. D'ailleurs, c'est pour ça que les attaquants s'intéressent autant aux collectivités, parce qu'ils détiennent en leur sein beaucoup d'informations sur les citoyens. Et donc, du coup, avec ces données-là exfiltrées, peuvent accéder à une nouvelle méthode d'attaque pour attaquer les citoyens et donc récupérer de l'argent sur la masse. Mais là-dessus, qu'est-ce que vous mettez en place pour sécuriser la partie applicative? Donc, tu avais dit l'ISO 27001, mais est-ce qu'il y a d'autres choses spécifiques en termes de sécurité sur la couche applicative? Alors, en fait, effectivement, quelle que soit la couche, effectivement, on est vraiment dans la logique de l'ISO 27001. Après, effectivement, l'implémentation sur la partie applicative, c'est là où on est sur toutes les méthodes de cryptage, de double authentification, de firewall, et où, effectivement, on est sur tout un ensemble de technologies beaucoup plus lourdes et de process beaucoup plus lourdes que quand on est sur la partie infrastructure, où là, on est beaucoup plus dans des logiques de process, de logique d'accès, de contrôle des accès. Mais à la fin, effectivement, la norme et les méthodes sont les mêmes. C'est juste que dans la partie applicative, on est sur d'autres outils informatiques qui eux-mêmes ne doivent pas être corrompus parce que c'est les outils pour protéger l'applicatif.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses si, au niveau de la mutualisation, ça serait les communes qui se mettraient ensemble, comme les Comcom, qui permettraient de mutualiser les budgets et donc du coup les ressources et peut-être amener plus de compétences, ou alors ce serait au contraire sur la partie régionale ou départementale de mutualiser les entrées pour échanger et faciliter l'accès à la cyber pour les petites collectivités? Alors, moi, de mon expérience, je pense que ça dépend des sujets. Sur la cyber, les petites communes, elles seront plus adressées par les départements, par les agences techniques départementales, quand il y en a. Je suppose qu'il y en a un peu partout, mais je pense que c'est l'axe le plus fédérateur. Là, sur les communes de plus grande taille ou les autres collectivités de plus grande taille, l'aspect régional avec, comme Cyberrock par exemple chez nous en Occitanie, mais donc les CCIRT locaux, serait à mon avis un niveau de communauté, de mise en commun. Maintenant, sur la partie data, là je vais rebondir sur mon confrère à droite. Je suis d'accord sur le fait que, et surtout la Smart City sur lequel je commence à y travailler, l'accumulation de la data, même si moi j'ai des salles informatiques en interne, redondées, sécurisées, peut-être très certainement pas au niveau de ce que vous faites. Mais on a c'est de l'investissement, c'est pas du fonctionnement. Donc on a fait chez nous l'investissement nécessaire. La contrainte du budget de fonctionnement, gardez-la bien en tête si vous travaillez avec les collectivités, c'est un paramètre non négligeable. Mais effectivement, on ne peut pas tout avoir en interne. On ne peut pas, je ne veux pas qu'on me fasse dire que je suis un pro on-premise. Je suis plus pour une hybridation et suivant les sujets. Il y a des sujets régaliens, il y a des données très sensibles qu'on aime bien garder sous le coude, de les sécuriser nous-mêmes parce qu'elles ne sont pas trop volumineuses, elles sont bien comment on pourrait dire, excusez-moi, j'ai perdu mes mots, mais elles sont bien classées, etc. Ça, c'est des données structurées. On peut les garder, les sécuriser assez facilement chez nous. Sur la data qui vient des smart cities, où c'est des objets connectés qui bombardent, qui noient de data, pour avoir fait des petits essais, etc., je peux vous dire que ça fait de la volumétrie. Volumétrie qu'on ne traite quasiment pas. Au final, on fait parler 20% de la data en moyenne que l'on accumule. Là, je ne suis pas convaincu que garder tout ça chez nous soit une bonne idée. Je pense que de pouvoir sortir cette data-là et la mutualiser dans des data centers régionaux ou métropolitains en fonction des sujets, et nous, on s'orienterait peut-être sur de la métropolisation autour de Toulouse Métropole pour ce genre de sujet, ça paraît plus logique et plus facile à définir les contours de cybersécurité. Je n'ai pas matière, moi, à faire la cybersécurité et faire du traitement de data à mon niveau, Colomiers, alors que le besoin, par contre, dans les usages est là. Ça, il est clair. On a besoin de la Smart City. Mais clairement, il y a un intérêt. Si la mutualisation arrive à se faire et à se créer, ça va amener une synergie au niveau de décision assez importante pour tous ceux qui collaborent, mais aussi pour rechercher des partenaires, pour rechercher des zones d'hébergement, parce que créer des data centers, ça coûte relativement cher, or qu'il y a déjà des structures qui existent et qui peuvent être accessibles, mais pour ça, faut-il encore savoir qu'ils existent. Il y a des structures qui existent même au sein des métropoles. Les métropoles ont des data centers, il y a des data centers un peu partout, mais effectivement, on ne sait même pas ce qu'il y a des fois. On ne sait même pas ce que le voisin a à côté. Donc, effectivement, la mutualisation, dans ces contextes de restrictions budgétaires, je ne vois pas comment on peut faire sans penser mutualisation. Sans penser, on ne peut pas réinventer la roue chacun dans son coin. On a tous les mêmes besoins. En fonction des secteurs. Nous, les communes, on a tous les mêmes métiers, les mêmes besoins, les mêmes missions qui sont délivrées par l'État. On a des missions qui sont complémentaires avec vous, département. Alors, on ne va quand même pas se projeter si loin, mais il y a plein de sujets où on échange, nous, et ça, on mutualise le savoir et l'échange, mais on ne mutualise pas les moyens. Mais on a les mêmes contraintes. Donc pourquoi on ne pourrait pas envisager aussi des mutualisations avec les départements? Mais on n'en est pas encore là. Mais ça commence à venir. Il y a de la réflexion et il y a des choses qui se font. Clairement, il y a un blocage politique à ce niveau-là. Chacun vit un peu dans son entité. Je sais que nous, dans notre collectivité, il y a une envie d'aider les communes. Donc il y a eu un travail de fait pour beaucoup de sujets. Mais la partie cyber est restée pour l'instant non répondue. Pour la simple et bonne raison, c'est que les communes ne savent même pas qu'ils peuvent essayer de toquer à la porte du département pour se dire
est-ce que vous pouvez m'aider ou pas? Sur la partie mutualisation, donc on a vu qu'il y avait effectivement l'infrastructure, la télécom, les applications, il y a encore plein d'autres choses sur la partie financière, décision, la partie normalisation aussi. Est-ce qu'il y aurait... je reviens un petit peu sur la partie centrale d'achat parce qu'ils ont été très importants ces dernières années pour aider les communes et toutes les strates des collectivités pour pouvoir accéder à des ressources. Moi, j'ai la chance d'être dans une grosse collectivité et donc du coup d'avoir un poids. J'ai 15 000 périphériques dans mon environnement, donc j'ai un poids pour les négociations, ce qui n'est pas le cas d'une entité qui a 5 PC et 3 serveurs. Mais clairement, si on arrivait à faire cette mutualisation, il pourrait avoir une importance de poids, de choix et donc du coup de permettre une simplification en termes de possibilités de technologies à mettre en œuvre. D'éviter les cumuls des strates. On met un EDR d'un côté, on met du SIEM de l'autre, on met un système de sécurisation de clés USB, on met un système de gestion des mots de passe, etc. On multiplie les couches qui viennent complexifier ces échanges. Et donc c'est vrai que si on avait un accès à une plateforme, on va dire, qui mutualise les besoins et donc du coup va simplifier, ça permettrait de rationaliser les demandes, les besoins et donc d'identifier aussi là où l'argent doit être mis pour pouvoir amener les premières briques de sécurisation. Si moi je prends l'angle de l'industriel, effectivement, répondre à un besoin mutualisé, il y a plus de volume. Comme la gestion d'un projet, finalement, qu'il soit petit, gros ou moyen, c'est à peu près le même effort de mise en place, de paramétrage et donc derrière d'efforts de gestion de projet. Pour un industriel, effectivement, c'est même plus facile de faire un meilleur prix sur un gros volume que de faire le prix standard sur un petit volume. Donc là, il y a vraiment quelque chose de gagnant-gagnant à avoir un besoin qui a été normalisé et avec un gros volume, parce que naturellement, côté industriel, ce sera plus rentable d'y répondre, et donc on va être plus à se positionner et on fera des prix plus compétitifs. Pour être honnête, l'année dernière, j'ai fait un marché sur la partie EDR. Les prix publics qu'on a rencontrés étaient entre 16 et 21 euros par équipement, donc c'était relativement coûteux. Et à force de négocier, de comparer, etc., on a réussi à descendre le prix à en dessous de 4 euros. Ce qui est quand même considérable. Et je me dis, une petite collectivité qui a une vingtaine de PC et 3 serveurs, pour eux, ils auront le prix fort directement et ils ne pourront pas avoir le moyen de négocier. Et un industriel gagnera paradoxalement plus d'argent sur un gros contrat à 4 euros que sur 20 PC à 20 euros. C'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous pensez? Alors, effectivement, il y a le modèle. Nicolas va évoquer hybridation. Alors, moi, c'est plus par rapport au sujet qui arrive souvent quand on est dans la sphère des décideurs publics sur la notion de souveraineté. Parce qu'effectivement, on en entend beaucoup parler, mais après, concrètement, chacun a un peu sa projection ou sa définition de qu'est-ce que c'est que la souveraineté. Et encore plus dans le numérique. Alors, je ne sais pas si vous, du coup, vous avez déjà rencontré le sujet ou comment est-ce que vous l'avez adressé? Alors, c'est un sujet, effectivement, que j'ai rencontré. Nous, on a toujours voulu avoir la nécessité de mettre en évidence le fait d'être souverain. Par contre, c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en œuvre, dans le sens où la plupart des acteurs sont soit américains ou même des fois français, mais utilisent des infrastructures américaines, des firewalls américains ou des stockages, des serveurs de type américain. Et donc c'est vrai que la souveraineté de bout en bout, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il me semble qu'à l'heure actuelle en France, il y a assez peu de personnes qui peuvent le faire. Et ceux qui le font, ils mettent de la sécurité comme du HDS ou des niveaux de sécurité suffisamment pour la partie médicale, mais qui engendrent des coûts aussi et des difficultés d'accès à ces ressources-là. De ce que j'ai pu observer, quand même, il y a une nette amélioration depuis ces 2 dernières années sur le sujet qui, j'espère, aboutira à des solutions faites par Thales ou d'autres qui vont de bout en bout et qui arrivent à assurer la garantie de la souveraineté de la donnée. Alors sur la souveraineté, moi je suis un pragmatique. On n'a pas d'obligation encore. Pas encore. J'ai beaucoup de confrères qui sont sur Office 365 et consorts. Mais moi je n'y vais pas pour 2 raisons. La première, vous allez encore me dire que je fais mon pleureur sur les budgets,
Mais je ne peux pas aller sur de telles solutions parce que c'est du budget de fonctionnement. Et c'est du budget de fonctionnement qui pèse. Donc je préfère effectivement travailler du coup des solutions plus souveraines, plus on-premise, s'ouvrir de plus en plus à de l'open source souverain. On s'est expérimenté, on a postulé au label Territoire numérique libre il y a quelques mois, on a 3 étoiles sur 5. On essaye d'avancer sur ça. Alors attention, je reste pragmatique, encore une fois, je ne veux pas qu'on me mette l'étiquette libriste, etc. Mais l'aspect souveraineté arrivera beaucoup par des solutions alternatives. Des solutions aussi de start-up françaises, de locales et autres. Mais en France, on a un écosystème où on peut mixer l'open source, le français, mais effectivement, tout n'est pas adressé. On a encore des trous dans la raquette et on n'a pas d'obligation qui nous impose et qui va faire alimenter cet écosystème. Donc on coince un peu sur certains sujets, dont l'EDR, même s'il y a des entreprises qui commencent à monter sur la France là-dessus, ou les firewalls où on n'en a qu'un seul. Mais je sens venir quand même à terme, le gouvernement va bien, on est en zone grise, il nous conseille de ne pas y aller, mais eux ils y vont un peu, ils ne nous obligent pas. Ça va finir par changer, autant commencer de suite à, si possible, garder cette composante-là dans la tête, dans les projets. Clairement, il y a l'État qui a changé sa vision par rapport à ça, avec les aides à financer la partie cyber, que ce soit France Relance ou que ce soit France 2030. Il y a clairement une orientation ou l'obligation d'avoir une entreprise européenne. Donc ça amenait déjà à localiser un peu plus la donnée. Après, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas d'obligation qui a été mise en place, qui n'est pas prévue non plus dans la NIS 2, et qui aurait son intérêt en termes, pas forcément français, mais au moins européens, pour pouvoir garantir du travail pour ceux qui veulent le faire, ceux qui veulent monter les infrastructures, ceux qui veulent faire du business dessus, et aussi au niveau des collectivités ou des PME qui vont faire appel à ces ressources-là en étant garantis, en gros, qu'il y a une sécurisation de leurs données et que ça ne va pas partir n'importe où. Et on peut parler de l'hébergement des données aussi niveau souverain. Ça, je vais peut-être te laisser en parler. Ah non, alors là, je suis infranum, mais effectivement, pas uniquement l'hébergement, mais d'une manière générale, souveraineté, c'est pas souverainiste. C'est-à-dire que peut-être partager déjà qu'est-ce que c'est qu'une frontière, parce qu'en fait, une souveraineté, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de la frontière. Sur le plan du numérique, il n'y a pas de poste-frontière, il n'y a pas de garde-barrière. Alors, sur quoi on s'applique? En fait, il faut s'appuyer sur du juridique, parce que finalement, c'est les contrats et c'est les juristes qui finalement définissent la frontière dans le numérique. Et là, pour avoir écouté hier une intervention de la DINUM, en fait, il y a 3 composantes, déjà sur le plan pratique, quand on veut définir qu'est-ce qui est entre guillemets chez nous versus qu'est-ce qui n'est pas chez nous. La première, c'est le contrôle. Donc, effectivement, est-ce que le fournisseur est à capitaux européens ou pas? Parce qu'effectivement, là-dessus, on n'a plus de notion de frontière française. C'est vraiment à l'échelle européenne. Le deuxième élément, c'est quels sont les achats de notre fournisseur. Parce que si notre fournisseur européen, mais que lui achète des logiciels qui font que les données partent, c'est plus souverain. Et donc, il y a aussi le fait que ce fournisseur s'engage lui-même à travailler sur des données qui restent en Europe. Et puis, il y a la troisième dimension, c'est que il y a le passeport. Les passeports sont personnels, puisqu'il y a des passeports qui imposent de coopérer avec des entités qui sont extra-européennes. Et donc voilà un peu les 3 composantes quand on veut travailler techniquement sur la souveraineté, c'est vraiment 3 composantes juridiques. Et alors peut-être un élément qui peut aider là cette fois-ci, alors il y a la DINUM qui a fait un certain nombre de recommandations qui s'imposent au service de l'État mais qui sont à titre consultatif pour les collectivités. Et effectivement là j'ai croisé hier quelqu'un qui était vraiment expert et qui avait un discours vraiment très clair. Et c'est pour ça que moi j'avais retenu hybridation, il était en train de dire il n'y a pas besoin, il y a plein de données, c'est pas grave. Et en fait, parce que ça coûte plus cher, parce que ça met des contraintes. Et après, c'est effectivement, comme le disait Nicolas, il y a certaines données où on fait attention et d'autres, finalement, autant être, c'est pas très grave si ça sort d'Europe. Et après, un élément apporté cette fois-ci par les professionnels, il y a une certification européenne pour la partie logicielle qui s'appelle CISPE, C-I-S-P-E. Et pour les fournisseurs de logiciels qui ont passé cette certification, ça garantit que eux et leurs fournisseurs maintiennent les données en Europe.
Donc là, typiquement, vous avez un label qui est avec un tiers de confiance sérieux et qui existe du coup à l'échelle européenne, qui peut vous aider vis-à-vis de vos achats à aller chercher du coup un élément qui respecte du coup la partie périmètre européen sur la donnée. Après, effectivement, côté data center, ben voilà, c'est pas parce qu'un data center il est à côté de chez vous qu'il est forcément souverain. L'enjeu, c'est quel est son capital et comment est-ce qu'il gère ses achats et quel est son personnel. Donc voilà, vous avez un peu les 3 critères classiques, ni plus ni moins que pour d'autres achats en fait. D'où dans la NIS 2 le contrôle de la chaîne de la supply chain. C'est exactement ça. NIS 2 est dans cette logique-là, c'est-à-dire y compris le contrôle des achats. Merci. Je pense que par rapport au sujet, est-ce qu'on a un petit peu de temps? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient nous interroger? Est-ce que vous voulez aborder une partie du sujet? Ce n'est pas ce qui était prévu, mais si vous avez quelque chose à dire ou souhaitez avoir des informations, on est là. Oui. Bonjour, moi je viens aussi du sud-ouest, mais Atlantique. Et dans le département 64, il y a la fibre 64 qui a été créée par le département, vous connaissez, et qui fait cette démarche d'équiper en matériel ou solutions de sécurité les collectivités. Alors, le truc, c'est que chaque structure dans chaque département ne fait pas tout à fait pareil. Sur le département 31, je ne travaille pas trop avec eux. Moi, je travaille plutôt avec la partie Toulouse Métropole, qui a la SPL The Fil, qui, lui, s'occupe que du réseau, par exemple. Ils ne font pas de tout ce qui est data center, cybersécurité, etc. De mémoire, l'équivalent sur le Haute-Garonne a aussi une composante de service aux communes, mais je ne connais pas exactement encore le détail, parce que moi je suis plus Toulouse Métropole. Mais oui, il y a effectivement ce vecteur-là aussi qui amène des solutions aux communes. Après, le catalogue n'est pas uniforme de département à département, et donc il y a peut-être des trous dans la raquette dans certains départements. Et pendant la conférence, a été beaucoup abordé le côté collectivité territoriale, enfin publique, mais au niveau des PME, qu'est-ce qu'il en est? Alors on constate exactement le même problème. Et on a vu qu'ils avaient des soutiens de certaines entités départementales qui ne sont pas collectivités, mais qui sont vraiment liées aux entreprises. Mais par contre, ils ont le même problème de laisser à eux-mêmes et des difficultés à trouver des bons partenaires. Et clairement, ne serait-ce que de savoir qu'il y a des CICERT qui existent, le fait de savoir qu'ils peuvent même appeler la gendarmerie, qui ont des services cyber qui peuvent leur apporter des premières briques pour savoir comment orienter et comment construire leur PSSI ou en tout cas leur sécurité au sein de leur entité, peut avoir son importance. Je peux vous donner juste mon exemple personnel parce qu'en fait je ne suis pas fonctionnaire depuis trop longtemps, ça fait que 6 ans. J'étais précédemment dans un groupe d'experts comptables et on avait cet effet-là, c'est-à-dire qu'on était petit avec beaucoup de clients, mais pas beaucoup d'informaticiens et pas beaucoup de... Mais on se regroupait entre groupes d'experts comptables pour échanger, pour aussi avoir des politiques de... Alors on n'avait pas des groupements d'achat, mais on avait tendance à échanger sur les fournisseurs et essayer de faire un peu tous le même fournisseur pour avoir une puissance de négociation. Mais encore une fois, le regroupement est une solution. Tout seul dans notre petit coin, on est tout petit et on n'a pas beaucoup de force de frappe. Si on se regroupe avec les camarades qui font un peu pareil, qui ont les mêmes besoins, à mon avis, on a plus de discussions possibles avec les prestataires et les fournisseurs. Moi, je n'ai pas d'autre solution que de travailler en équipe. Et dans le sud-ouest, on aime bien le rugby. Et la mêlée, elle avance plus quand tout le monde pousse dans le même sens. Et qui doit porter ça au niveau privé, en fait? Qui doit arriver à mutualiser Alors, d'expérience, c'est les ESN qui, maintenant, de plus en plus, ont des offres, justement, y compris de RSSI mutualisées. Parce qu'effectivement, la dimension cyber nécessite une expertise. Quand on est une PME, on n'a pas besoin de quelqu'un à temps plein. Et c'est là où, sur le privé, l'offre privée, c'est via des ESN. Et par contre, clairement, que ce soit gendarmerie en rural ou la police nationale en ville, maintenant est très sensibilisée, à même des guides pratiques sur les éléments de base à suivre. Et par ailleurs, effectivement, localement, ont tendance à connaître qui sont les fournisseurs sérieux versus les fournisseurs moins sérieux. Et clairement, le CICERT régional est vraiment là pour ça. Clairement, ils ont des éléments de réponse, ils connaissent les partenaires cyber qui existent dans leur milieu et donc ils peuvent répondre
en leur donnant une liste de personnes à contacter, de confiance et experts dans leur domaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Bon. Oui, une personne. En tant que petite collectivité ou PME, comment on fait justement pour se rapprocher des exigences de la NIS 2? Si vous ne faites pas accompagner, je ne vois pas comment vous pouvez y arriver. Déjà, nous, collectivités de taille intermédiaire et grosses collectivités comme mon camarade à côté, tout seul, c'est un peu compliqué. Nous, typiquement, entre RSSI de la territoriale, on a monté une association, le CSNC, ça va, je ne me suis pas trompé, qui est une association de RSSI dans laquelle on échange, et on échange les bonnes pratiques, même des documents de travail, etc. Parce que tout seul, on est d'accord, c'est compliqué. Les normes, elles sont quand même assez complexes. Elles sont, surtout la NIS 2, elle commence à être pas mal. Ça va être difficile. Après, le CSIRT local, alors chez nous en Occitanie, ça s'appelle Cyberoc. Je crois avoir vu le président dans la salle aujourd'hui. Ils sont là aussi pour accompagner les sociétés à trouver le bon prestataire. Ils ont un catalogue de prestataires pour vous accompagner sur ces sujets-là. Mais tout seul, je suis d'accord avec vous. Clairement, dans une entité comme ça, quand on veut se lancer dans la NIS 2 ou quand on doit se lancer dans la NIS 2, il y a la partie audit qui est inévitable pour faire un point de là où on en est, ce qui reste, ce qu'il y a à faire, et donner des orientations et créer une feuille de route cyber qui a vraiment son importance, parce que autour de ça, ça veut dire que le DGS, ou en tout cas les personnes qui ont les parties financières, peuvent s'engager au déroulement de la feuille de route, et permet aussi d'avoir des budgets, aller chercher les budgets auprès du COMEX et de pouvoir intégrer vraiment tous les directeurs et toutes les entités d'une collectivité ou d'une petite entreprise, pour que la cyber, ce ne soit pas le travail d'une personne ou d'un RSSI, mais vraiment de l'ensemble de l'entité, parce que la donnée, elle est partout, elle est utilisée par tous, l'informatique est utilisée par tous, et une simple action d'une personne qui, de toute bonne foi, fait une mauvaise manipulation, peut coûter très cher à l'entité complète. Je veux dire, dans les collectivités, en ce moment, on est fortement sollicité par les ransomware et autres attaques. Quand je vois qu'il y a des collectivités qui sont restées bloquées plus d'un mois sans informatique, c'est dramatique pour eux. Les 1000 agents qui étaient derrière, qui ne pouvaient pas travailler ou qui ont dû travailler en mode papier, c'était traumatisant. Vraiment, il y a des gens qui ont été traumatisés par ce genre d'attaque. Donc, se préparer à ça a son importance aussi, mais tout ça, ça rentre dans le plan de NIS 2, d'avoir une vue d'ensemble de la partie cybersécurité et d'engager toute l'entreprise dans cette démarche. Ça répond à votre question? Ok. Oui. Oui, merci. Donc on comprend que vous allez aller vers NIS 2. Aujourd'hui, quand vous faites des appels d'offres, quelles normes vous demandez à vos fournisseurs? Très bonne question. Ce qui n'est pas évident. Alors nous, la NIS 2, clairement, c'est un objectif qu'on va devoir atteindre. De toute façon, on a l'obligation. Là-dessus, ce n'est pas un choix, c'est vraiment quelque chose qui nous a été imposé. Par contre, sur la partie marché, ou en tout cas ce qu'on fait avec les prestataires, pour l'instant, on met des éléments administratifs où ils doivent répondre sur des niveaux de sécurité que nous, on considère étant la base de ce qu'on a besoin pour échanger correctement avec les partenaires. Clairement, s'il n'est pas un certain niveau de normes ISO 27001, par exemple, ça veut dire qu'ils n'ont pas réfléchi en termes d'accès aux ressources, d'accès aux infrastructures, d'accès des partenaires, et donc du coup, amène un risque plus important pour ce genre de partenaires. Donc pour nous, l'objectif, c'est on va travailler avec des gens, on ne veut pas limiter, mais on veut éviter que les personnes qui puissent répondre à nos marchés soient complètement débutants et n'aient pas d'éléments, en tout cas de sécurisation suffisants. De plus en plus, on met en place des questionnaires avec toutes les points de sécurité que l'on demande à nos prestataires. Et la réponse au marché, il y a un critère sur ces questionnaires-là. Maintenant, les centrales d'achat font aussi ça pour nous. Hein. Donc, il faudra, vous, fournisseurs, il faut que vous vous intéressez un peu à la question. La NIS 2, ce n'est pas que pour nous, hein, c'est aussi pour la supply chain, comme on dit. Et effectivement, parmi les fournisseurs, selon les secteurs, c'est plus ou moins avancé. Là, moi, je parle pour data center. Clairement, ça fait 10 ans, sans ISO 27001, on ne peut pas vendre.
Sur la partie, mes confrères des réseaux télécoms, ils commencent à le percevoir, donc là c'est un peu moins en avance. Et par contre sur l'applicatif, là c'est de plus en plus sensible et le niveau de sensibilité est très fort. Mais effectivement, il faut commencer par une bonne 27001. De toute façon, c'est la marche de départ est nécessaire avant d'arriver à NIS 2 en fait. Alors, les collectivités souffrent aussi de quelque chose d'assez important, c'est d'avoir certains opérateurs, que je ne vais pas nommer, mais qui ont un monopole sur certains logiciels et qui, clairement, la sécurité n'est pas importante pour eux et n'est même pas envisagée. Et même si on les relance, même s'il y a eu des bug bounty faits par des collectivités pour essayer de les inciter à améliorer leur niveau de sécurité, ça pose problème. Alors, il y a un travail qui est fait par les collectivités pour faire remonter ça au niveau étatique. Donc au niveau des associations ADF ou les associations des maires de France, pour faire pression sur ces entreprises-là, qui ont les monopoles qui coûtent très cher aux collectivités, et pour que la sécurité soit réellement prise. Et le point qui est pour nous important, c'est qu'eux, en tant que fournisseurs, vont devoir respecter la NIS 2 aussi, donc vont devoir rentrer dans cette démarche-là. Oui, une autre question ? Bonjour. Question par rapport justement à une entreprise française. Comme vous parliez tout à l'heure de souveraineté par rapport aux solutions, quand on a une solution aujourd'hui qui n'est pas forcément ou qui ne répond pas aux critères d'un marché ou sur les marchés publics, comment on fait pour que les collectivités puissent avoir accès à cette solution-là? Quels sont les leviers que vous avez aujourd'hui pour entrer en contact ou du moins de découvrir ces solutions-là? Et aussi, qu'est-ce que vous faites dans la partie reprise d'activité? Parce qu'en général, on parle beaucoup de protection, mais qu'est-ce qui se passe quand on est attaqué aujourd'hui? La reprise d'activité commence déjà par la gestion de la crise cyber. Si vous n'impliquez pas vos métiers pour mettre en place des plans de continuité qui continuent à fonctionner pendant la crise, déjà, sans parler de reprise d'activité, déjà parlons de continuité. La reprise, après, on a des plans, alors ils valent ce qu'ils valent, on y travaille. C'est un boulot de tous les diables, la cybersécurité. Mais déjà, si on arrive à impliquer les métiers dans la réflexion de comment vous continuez à fonctionner alors qu'il y a tout qui est arrêté, toute cette démarche-là se lance. On fait des exercices depuis peu, ça lance la démarche et du coup, les métiers y réfléchissent et on peut après travailler sur les plans de reprise. Il n'y a pas que les plans de reprise de serveurs avec doubler mon infrastructure dans un data center à l'extérieur. Hein. La reprise d'activité, c'est bien plus large. Il y a la partie applicative, il y a la partie data, il y a tout ça. Sur la partie souveraineté, alors, comme c'est un sujet vaste et on a à peine soulevé le sujet, ça va être compliqué de vous répondre. Mais déjà, quand on aura des obligations sur la souveraineté, parce qu'on n'en a pas encore, on est en zone grise, hein, on nous conseille d'être souverain, mais on ne nous oblige pas, nous, territoriaux. Certains ministères, je crois qu'ils ont des obligations, mais pas nous. Ce n'est qu'à la libre interprétation de chacun. Arrête-moi si je dis des bêtises, mais voilà, donc on met nos critères. Il en a donné quelques-uns. Non, puis même, j'ai croisé plusieurs offreurs de logiciels. En fait, alors, quand on fait sérieusement, on dit de confiance, parce qu'effectivement, souverain, c'est plus un terme marketing. Le point central, c'est quand même de, un, répondre à la demande, et deux, le côté de confiance, c'est un élément en plus, mais qu'on parle de cybersécurité ou qu'on parle d'offres de confiance, il ne faut quand même pas oublier les besoins fondamentaux, et ensuite, il y a des éléments en plus, en fait. Après, si vous répondez à un marché d'une structure qui est soumise à NIS 2, vous allez avoir des obligations. Alors, on n'est pas encore sur des obligations de souveraineté, mais ça, quand même, on va vous demander où sont les données, où vous hébergez. Donc ça donnera des éléments aussi à la structure. De nous avertir. De nous avertir. Donc on est obligé de rentrer dans le détail de ce que vous fournissez comme service, de vous demander du détail. Et vous devez nous donner des billes réalistes. Donc normalement, on est censé aussi avoir une vision un peu précise de ce que le prestataire peut nous amener. Et après, l'aspect juridique, ça c'est un autre débat. Il y a aussi quelque chose qui est assez important sur la partie souveraineté, où effectivement on n'est pas tous d'accord sur le terme, sur qu'est-ce qui est impliqué dedans. Par contre, il y a quelque chose de très important, c'est que l'objectif de la souveraineté, c'était de ne pas trop se poser de questions et de se dire la donnée, elle va rester dans un endroit spécifique, protégé et en tout cas difficile d'accès
pour des gens extérieurs. Cette question-là, on peut aussi se la poser en enlevant la partie souveraineté, savoir où est la donnée, savoir si elle peut bouger en cas de PCA, PRA impliqué chez le prestataire, si la donnée, comment elle est chiffrée, ou qui a la clé de chiffrement, etc. Et toutes ces questions-là, on peut les poser aux partenaires, ce qui pose pas mal de problèmes, parce que la plupart des gens qu'on a en lien, c'est des commerciaux. Quand on commence à leur poser des questions comme ça pose problème. Et j'ai pas rencontré beaucoup d'entités qui étaient capables de me répondre dans la semaine sur ces sujets-là. C'est-à-dire juste de dire, voilà, vous récoltez mes données, où vous les stockez. Dites-moi clairement où il est. Et garantissez-moi qu'elle ne va pas aller ailleurs. Et si elle va ailleurs, où elle va. Et puis, comment vous chiffrez les données, quelle clé, qui a la clé, qui possède la clé. Ben, rien que l'histoire de la clé, pour savoir, la plupart, c'est Amazon ou c'est tout ça qui détiennent la clé, qui les mettent dans des coffres relativement sécurisés. Mais par contre, même le prestataire avec qui vous travaillez n'a pas la clé. C'est-à-dire que clairement, si un État vient et demande d'accéder aux données, il n'est même pas obligé de demander ni à votre prestataire ni à vous pour accéder à la donnée. Donc la souveraineté a son importance, mais par contre, ça ne nous empêche pas d'avoir un regard et de rechercher exactement où sont les informations et comment ils sont protégés. Je crois qu'il y avait une autre question. Bonjour à tous. Moi je suis consultant et formateur en cybersécurité indépendant mais je travaille pas mal avec les collectivités. On a recensé année 2022 de mémoire près de 400 000 attaques sur les... alors pas seulement les collectivités, mais on va dire ce que représente la France. Et on a près d'une dizaine de pourcents en 2023 qui ont été impactés par une cyberattaque frontale avec impact d'activité, perte de productivité, perte de données, chiffrement et compagnie. Aujourd'hui, elles sont plutôt désemparées, les collectivités. On a le 27001 qui est très bien, mais on en a très peu qui sont dans la boucle. Et on a le NIS2 qui vient se poser. Est-ce qu'on ne vient pas trop en rajouter en termes de charges alors qu'il n'y a pas d'accompagnement général? Aujourd'hui, je pense on va dire qu'il y a plus de la moitié aujourd'hui des collectivités territoriales qui considèrent le NIS2 comme une contrainte lourde en termes de fonctionnement. Ils sont désemparés aujourd'hui sur la gestion de leur parc informatique. On est sur des process qui réclament des compétences lourdes. En fait, elles sont livrées eux-mêmes. Est-ce qu'il n'est pas judicieux d'envisager à terme une gestion nationale et un accompagnement national avec une équipe nationale qui permettrait d'accompagner les petites collectivités en fait? Alors là, je suis votre vœu pieux. Pas de problème. Oui, effectivement, ça serait une bonne idée, mais je pense qu'on n'en est pas là. Et avant qu'on en arrive à cette solution-là, je ne sais pas ce que tu en penses, Emilia, mais je pense qu'on y a de l'eau va passer sous les ponts. Là, vous ciblez les collectivités territoriales, mais moi, je connais, pour venir du privé, je connais plein de confrères dans le privé. C'est pas beaucoup mieux l'état des bonnes pratiques des sociétés où il y a les sauvegardes qui respectent le 3.2.1 avec un AD propre, un firewall à jour et un EDR. Je peux vous en donner plein qui ne sont pas à ce niveau-là. Ce qui est inquiétant, c'est que les collectivités aujourd'hui possèdent énormément de data personnelle. Alors ça, par contre, je suis totalement d'accord. Et je pense qu'en fait, là, il faut dissocier collectivité et privé. Il faut qu'on ait une conscience nationale sur le sujet. Là, oui. Et il faut qu'on avance ensemble sur ce sujet-là. Et l'État, malheureusement, je pense, n'aura pas les moyens dans les années à venir de suite pour le faire. Alors, mettre en place un NIS2, du coup, c'est ridicule, finalement. Alors, ça dépend de la maturité déjà obtenue par les collectivités. Il y a certaines collectivités qui n'avaient pas d'obligation NIS et pour autant qui mettaient les bonnes pratiques, que ce soit le guide de l'hygiène de l'ANSSI ou d'autres choses, qui vont avoir un premier pas sur la partie cyber qui fera que la marche pour aller à NIS 2 ne sera pas si élevée que ça. Par contre, là où je partage exactement votre avis, c'est que déjà la gestion de l'informatique pour une petite collectivité, c'est compliqué. Avoir un personnel informatique, c'est encore plus compliqué. Et mettre de la sécurité là-dessus, c'est difficile. Mais en sachant que la NIS 2 ne cible pas toutes les petites collectivités, c'est à partir de 30 000 habitants, donc qui a déjà une importance relative. Mais par contre, là où je suis mitigé par rapport à ce que vous dites,
c'est que les collectivités ont depuis longtemps laissé l'informatique à ceux qui étaient informaticiens et n'ont pas pris réellement le sujet à bras-le-corps. Que ce soit les présidents, que ce soit les élus, que ce soit les dirigeants, les directeurs, il n'y avait pas de prise de conscience. L'informatique, c'était un outil, on payait pour avoir l'outil, terminé. La sécurité, ce n'était pas dedans. Et effectivement, depuis 4 ans maintenant, les collectivités sont fortement sollicitées par des cyberattaques, dont certaines ont été gravissimes. Il y a des collectivités qui ont perdu toutes leurs données, ad vitam aeternam, et qui vont mettre plusieurs années à pouvoir reconstruire une partie de leur SI. Pour ces entités-là, c'est vraiment un traumatisme. Et je pense que si la partie NIS 2 a quand même pour vocation d'infiltrer toutes les strates et d'amener une réflexion globale pour se dire, bon, bah, même si je ne suis pas obligé à la NIS 2, à partir du moment que j'ai un partenaire qui est NIS 2, ce qui va être le cas pour les ESN, clairement, ils vont devoir comprendre un petit peu ce que ça représente la NIS 2 et donc sans doute essayer de faire un effort de la partie cyber. Et nous, notre objectif, c'était d'amener aussi un échange sur des partenaires comme Infranum qui peuvent amener, comme la DINUM ou comme beaucoup d'autres entités, les CICERT, amener des briques suffisantes pour commencer à avoir cyber, pour savoir, ben, oui, effectivement, la sauvegarde elle est importante, oui, les gestions des identités est important, oui, avoir un périmètre sécurité est important, mais avoir des partenaires qui permettent de répondre à ça, ben, ils n'en savent rien. Et rien qu'à faire appel à un CICERT ou à un autre partenaire permet d'avoir un catalogue de prestataires sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour commencer. En tant qu'industriel, je ne me prononcerai pas sur la bonne organisation entre entités publiques. Peut-être juste pour revenir sur le vrai enjeu derrière NIS 2, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas NIS 2 ou qui ne se prépare pas à être NIS 2 doit se préparer à avoir des impacts liés à des attaques. Et parce qu'en fait, on a tous joué étant gamin aux gendarmes et aux voleurs. Dans la cyber aujourd'hui, c'est le jeu du gendarme et du voleur entre les pirates et la sécurité, sauf que ce n'est pas un jeu. Et oui, 27001, c'est énormément de procédures, c'est énormément de coûts. Je pense que tous ceux qui ont ouvert un jour la norme se disent, le jour où ils ont insomnie, ils la termineront. NIS 2, vous en remettez une deuxième couche. Mais en fait, c'est le minimum vital pour limiter la probabilité d'une attaque qui a des impacts. Et encore, même en faisant ça, ce n'est pas 100%. Et donc c'est pour ça qu'en fait la question elle n'est pas faut-il ou pas faire 27001, faut-il ou pas faire NIS 2, la question c'est êtes-vous prêt à ce que votre informatique s'arrête? Et c'est ça en fait, c'est qu'on a mis nos vies dans le numérique et est-on prêt à ce que le numérique soit fragile et puisse être verrouillé du jour au lendemain? Et donc c'est vraiment ça le sujet derrière NIS 2, c'est une prise de conscience au niveau des décideurs de se dire en fait, à partir du moment où on met nos vies dans le numérique, il faut aussi le protéger. Et effectivement, ça pose derrière des problèmes d'organisation et je ne veux pas me prononcer dessus, mais c'est un incontournable à partir du moment où on considère que nos processus et nos vies sont dans le numérique, en fait. Clairement, l'Europe a fait le même constat que vous sur la partie état des SI globaux sur l'Europe, sur les risques qu'ils encouraient. Et clairement, la NIS 2 est là pour amener effectivement une norme compréhensible, d'échanges, alors supply chain, donc assez moderne, on va dire, par rapport à l'ISO 27001, et qui permettent d'augmenter la maturité cyber. Donc c'est pour ça que tout le monde n'est pas soumis à NIS 2 aussi. Le périmètre a largement été agrandi par rapport à NIS 1, mais clairement, c'est des entités qui manipulent les données des citoyens ou qui manipulent de l'énergie ou manipulent des infrastructures dont la France a besoin pour fonctionner. Et clairement, si l'objectif de la NIS 2, c'est d'éviter, s'il y a un État adverse qui vient nous attaquer, de toucher trop facilement toutes nos ressources. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Yves Maniragaba, je suis indépendant en cybersécurité également. Aujourd'hui, donc j'entends beaucoup de réglementation, que ce soit pour le NIS 2 ou encore le DORA qui est rentré en vigueur en tout début d'année.
Il y a un peu de mon côté, de mon point de vue, un peu le côté marketing qui a été beaucoup poussé par la souveraineté, notamment avec le plan France Relance, suite aux attaques en cybersécurité post-confinement. Pour avoir travaillé plus de 4 ans avec des interlocuteurs, des décideurs, des membres de DSI en collectivité territoriale, conseils départementaux, entités rattachées à des ministériels, une des problématiques qui revenait souvent était beaucoup plus de l'ordre des ressources, finalement, que ce soit humaines ou budgétaires. Et finalement, est-ce qu'on ne prendrait pas un peu le problème, je ne dirais pas de la mauvaise manière, mais pas en commençant par le début, à savoir, puisque aujourd'hui, réglementer, c'est très bien, ça nous permet d'avoir des bases, mais derrière, si on n'a pas les moyens d'appliquer ce qu'on réglemente, finalement, on risque de se retrouver toujours un peu avec des environnements obsolètes. Je vais peut-être faire dans l'autre sens. Le fait que ce soit une obligation, ça permet d'avoir un élément factuel par rapport aux décideurs. C'est un levier. C'est un levier qui est intéressant. C'est un levier qui va nous permettre, nous, DSI, d'aller voir nos directions et de leur dire on est soumis à ça. Après, c'est un levier. Est-ce qu'on pourra tout faire ? Vous parliez de ressources. Moi, tout à l'heure, je parlais beaucoup de budget et ce n'est pas pour faire mon pleureur, mais c'est un état de fait. Mais il y a aussi les ressources humaines. Les difficultés de recrutement, nous, dans les collectivités territoriales, ce n'est pas un rêve, quoi. C'est vraiment une réalité. On n'est pas attractif. On arrive, et touchons du bois, j'ai mon équipe au complet depuis à peine 2 jours, depuis 4 ans, mais on arrive à embaucher, des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de découvrir, mais on a des compétences, des gens déjà qui ont les compétences, c'est très compliqué. On n'a pas les niveaux de salaire nécessaires, on n'a pas les statuts nécessaires, parce que le statut de la territoriale, c'est quand même un statut qui n'est pas très attractif. La preuve, moi je suis contractuel, je crois que toi tu es titulaire, donc vous avez les 2 cas de figure, mais c'est un fait. Et c'est pour ça qu'on est obligé, nous, de s'appuyer sur des partenaires, sur des auditeurs, pour monter nos équipes en compétences, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir, si jamais on n'y arrive pas, si on est coincé, si on ne sait pas faire, demander de l'aide, mais tout seul, on ne peut pas. Tout seul, ce n'est pas possible. D'où les marchés de prestations, d'où les marchés de cyber, des marchés qui sont mis en commun pour pouvoir avoir une force de frappe et avoir des tarifs raisonnables, mais tout seul, effectivement, je suis d'accord avec vous, on a des problèmes de ressources budgétaires et humaines. Pour reprendre un peu ta question, je vais répondre par trois autres éléments. Clairement, dans les collectivités, ou peu importe, dans une entreprise, pour répondre à la donnée, parce que tout ça, tout le travail qu'on fait, que ce soit au niveau sécurité, c'est pour la donnée, protéger la donnée. Cette donnée-là, il y a 2 volets. Il y a le volet RGPD et le volet sécurité. Clairement, on a le DPO d'un côté et RSSI de l'autre. C'est les 2 faces d'une même pièce. Pour moi, la partie NIS 2 qui est arrivée, c'est exactement la même chose que le RGPD. Quand le RGPD est sorti, c'est une contrainte. Je veux dire, clairement, les entreprises, elles prennent un risque si elles ne respectent pas le RGPD, financière et puis au niveau légal. Tout ça, ça a amené quoi? Ça a amené la possibilité de la création des DPO qui font les analyses, qui font les vérifications, qui font les échanges avec les directions, qui vérifient les incidents. Tout ça, c'est des choses qui ont été émulées par l'arrivée de l'RGPD. Moi, ce que je vois, c'est que la NIS 2 pourrait amener la même émulation en termes de RSSI. Pas avoir forcément un RSSI dans chaque endroit, ce n'est pas la question. La question, c'est d'avoir quelqu'un qui a des compétences cyber et qui puisse être mutualisé et qui puisse effectivement répondre aux questions. Mais un besoin pour une entité, quelle qu'elle soit, d'avoir une ressource, DPO, RSSI, qu'elle soit mutualisée ou pas. Ça dépend les tailles, ça dépend les ressources et même ça dépend même du sujet qui est traité, parce qu'il y a certaines marques de luxe qui n'ont pas forcément un grand nombre, mais qui souhaitent protéger leurs brevets ou protéger certaines choses et qui font les investissements pour avoir du personnel qui travaille sur les sujets. Merci à vous, et puis je vous souhaite une bonne continuation et une bonne journée.